Il est 20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Nouvelle baisse des prix du carburant et du gaz, une mesure bien accueillie par les populations. Au recalcitrant des sanctions sont prévues, une amende allant de 36 000 à 5 millions de francs CFA selon le chef de service régional du commerce de Dakar. L'indiscipline sur les routes à l'origine de nombreux accidents. En 47 jours, 31 accidents ont été enregistrés, 68 victimes des actes d'indiscipline, comme l'illustre cette vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux et qui indigne des citoyens. Grève générale à l'école polytechnique de Thiès. Les enseignants et le personnel administratif disent non à la remilitarisation de l'établissement. Réaction après la déclaration du président Sall, la réplique salée d'Abdoumbo à Idrissa Seck. L'apériste soutient que le leader de Rewmi n'a aucune leçon à donner au chef de l'État. La politique culturelle du Sénégal de Senghor à nos jours au cœur des discussions à l'IFAN. Même si des efforts sont notés, il reste encore beaucoup à faire selon le directeur des arts de la culture Ibrahim Koundoul que vous entendrez dans cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Nouvelle baisse des prix des hydrocarbures. La bonbonne de gaz de 3 kg se vend désormais à 1305 francs, celle de 6 kg à 2885 francs, les bouteilles de 9 kg et 12 kg respectivement à 4290 et 6250. Le prix du carburant a également connu une baisse, une mesure très bien accueillie par les populations. Reportage Sur cet arrêté du 17 février 2016, les nouveaux prix du gaz butane. Une fiche qui fait le tour des dépôts. Le constat, la mesure est bien effective. Gaz bu ndaw bi mu ngi jar 1269. Le gaz de 3 kg coûte désormais 1269. Le boutiquier l'écoule à 1305 francs l'unité. Celui de 6 kg est vendu à 2800 francs. Le détaillant le revend à 2885 francs. 2800. Borom boutique bi jaayee 2885. Chez le petit détaillant aussi, la nouvelle grille est bien appliquée, mais un problème se pose. Depuis que nous avons gaz, la nouvelle grille des prix est affichée depuis hier. C'est effectif, mais la monnaie nous pose d'énormes difficultés. Nous avons du mal à trouver de la monnaie, par exemple 5 francs ou 15 francs. Du côté des consommateurs, c'est le sourire aux lèvres. La baisse des prix du gaz butane se ressent bien. C'est une bonne chose. Nous souhaitons aussi d'autres baisses sur certains produits. Vraiment c'est bien fait. Parce que si on baisse les prix, ça diminue les populations. Moi, je consomme à peu près 10 000. Près 10 000. Parce que chaque 3 jours, j'ai assez de 2 000 francs. Les pompes sont maintenant remises à niveau. Le prix du gaz butane réajusté. Mais les responsables de famille demandent plus. Maimouna Ndiaye, au récalcitrant, 2 types de sanctions sont prévues. Des sanctions allant de la saisie du produit à une amende pécuniaire. Le montant peut aller de 36 000 francs à 5 millions de francs CFA. Écoutons à ce propos le directeur ou le chef de service régional du commerce de Dakar, Omar Diallo. Il est interrogé par Maimouna Ndiaye. Au moment où nous parlons, pratiquement toutes les boutiques sont en train d'appliquer les nouveaux prix sur le gaz. Sauf maintenant les récalcitrants ou bien ceux qui veulent en profiter d'une situation. Il y a 2 sanctions. Il y a une sanction pécuniaire qui consiste à faire payer une amende. Et il y a une sanction aussi physique qui fait qu'on retire le produit de la vente, c'est-à-dire on procède à une saisie. Voilà, donc parce que c'est l'objet du produit, objet de l'infraction en matière de pratique de prix illicite qui doit faire l'objet d'une saisie. La loi prévoit en cas de pratique de prix illicite une amende allant de 36 000 jusqu'à 5 millions. Maintenant, compte tenu de la valeur du produit, c'est à partir de la valeur du produit qu'on peut déterminer si on va fixer 36 000 ou au-delà.
Les enseignants et le personnel administratif de l'école polytechnique de Thiès sont en grève depuis 2 jours. Ils rejettent le projet de loi relatif à la remilitarisation de cette école. Une conférence de presse s'est tenue ce jeudi, compte rendu de la rencontre avec nos correspondants Cheikh Anta Diop Selatir. Non à la remilitarisation de l'école polytechnique de Thiès, enseignants et personnel administratif s'insurgent contre la décision du gouvernement de vouloir confier la gestion de l'école à des militaires. Un ministre ancien est soutenu par d'autres, 5 jours qui ont servi de prétexte pour instruire un conseil des ministres du 9 décembre dernier, en l'absence du ministre de tutelle, il faut le préciser, le ministre Mary Teuw Niane, était absent à ce conseil des ministres pour instruire donc à ce conseil un projet de réforme qui consiste à la militarisation de l'école polytechnique de Thiès. Donc à un changement de statut que nous connaissons présentement en statut militaire. Il s'agit en fait d'une remilitarisation de l'école polytechnique, un statut que nous avons connu dans le passé. Et aujourd'hui, le projet est piloté par le ministère des Forces armées. Depuis 2 jours, les enseignants de l'école polytechnique de Thiès sont en grève pour dénoncer le danger qui guette leur établissement d'enseignement supérieur. Pour eux, la remilitarisation de l'école polytechnique de Thiès va impacter négativement sur la carrière des professeurs et du personnel administratif. Les enseignants de l'école polytechnique de Thiès avertissent, selon eux, si jamais l'État décide de ne pas tenir compte de leurs avis. Bonjour les dégâts, démission collective des enseignants. Calvaire des vacataires en service à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ils sont restés 12 mois fermes sans salaire. La section SAS de l'établissement en appelle à l'intervention directe de l'État. Ces enseignants étaient en conférence de presse. Leur porte-parole est interrogé par Boubacar Diassi. Si le recteur n'a pas suffisamment d'argent dans son budget ou bien que l'ACP n'a pas reçu suffisamment une tranche pour payer, il faudrait qu'il puisse porter cette voie-là au niveau, comme l'a dit le secrétaire général, au niveau de l'administration centrale, donc au niveau de l'État, pour que l'État puisse compléter ce budget-là afin que les dettes que nous avons de 2015 soient payées déjà. On ne veut pas qu'à l'heure actuelle, le travail qui a été fait l'année dernière soit encore là. C'est des gens qui ont des familles. C'est des gens qui occupent plus de 60% des enseignements dans cette université. Donc on ne peut pas penser que ces gens sont moins méritants que le personnel d'enseignement tutélaire dans cette université. Et ces dettes-là, il faudrait les payer. Les perturbations notées dans certains secteurs sont dues au non-respect des accords signés avec les syndicalistes. C'est du moins l'avis de Maudit Guiraud, des propos tenus lors d'un séminaire de formation des femmes de la compagnie sucrière sénégalaise, le secrétaire général de la synthèse que nous allons écouter au micro de Ousseynou Diop Abibsek. Nous estimons que les grèves ne sont pas en fait voulues. Les syndicats ne veulent pas aller en grève. Souvent, la grève est une arme redoutable que nous utilisons au dernier moment, en dernier recours. Si la grève est déclenchée, c'est parce que les organisations estiment qu'il n'y a plus, les portes de dialogue sont fermées. Mais nous, ce que nous recommandons, c'est de privilégier le dialogue et la concertation. Le dialogue et la concertation bien instituée, bien suivi, avec bien sûr un engagement honnête et sincère des partenaires pourrait permettre donc d'éviter ces grèves récurrentes. Mais aussi, au-delà de ça, parce que souvent les problèmes qui sont soulevés, c'est des non-respect des accords. Or, ce que nous disons, c'est que quand nous signons des accords, quand les partenaires signent des accords, ils doivent pouvoir les respecter. Il ne s'agit pas de signer des accords pour ne pas pouvoir les respecter, pour ne pas avoir les moyens. Parce que les syndicats ne demandent pas n'importe quoi. L'État, les partenaires, les employeurs devraient signer des accords sur lesquels ils sont en mesure d'honorer. L'intersyndicale des travailleurs de la Sonatel en grève depuis hier. Ces travailleurs disent non au projet d'externalisation du réseau de France Télécom et Orange, un projet de transformation dont les objectifs sont cachés selon les travailleurs. Ces derniers craignent la réduction du personnel. Plus de détails avec Ibrahim Diouf. Face aux mutations socio-économiques dans le secteur des télécoms, certains opérateurs de téléphonie s'engagent dans des projets de transformation globale
Le volet de l'externalisation fait partie intégrante de ce processus, comme ce fut le cas au Sénégal avec la Sonatel. L'externalisation, c'est un processus par lequel les opérateurs, particulièrement dans le domaine des télécoms, les opérateurs sortent des activités qui étaient réalisées en interne vers d'autres opérateurs. De l'avis de ces syndicalistes, les travailleurs de l'intersyndicale de la Sonatel sont dans le rôle alertés pour garantir au personnel de meilleures conditions de vie et de travail. C'est une excellente chose que le syndicat se positionne en perspective contestataire pour permettre de réguler, de faire attention. Et ça a servi, je pense que les syndicats ont joué ce rôle-là et au Sénégal, en Afrique en tout cas, au sein du groupe Orange, ça a permis de rééquilibrer un certain nombre de choses. Pour autant, le volet d'externalisation qui figure dans le processus de transformation globale reste à ses yeux une nécessité pour les sociétés de télécom. Mais les entreprises de télécom qui ne réaliseront pas ces transformations ici et maintenant, dans 3-4 ans, risqueront d'avoir des difficultés. Partout en Afrique, les opérateurs historiques qui n'avaient pas su, à cette époque-là, organiser la transformation de leur activité dans le processus de réforme, sont en difficulté. Résister à la concurrence en proposant un service de qualité, les entreprises de télécom sont obligées d'innover. Les syndicats, eux aussi, restent dans leur rôle, se battre pour améliorer les conditions de vie et de travail du personnel. L'indiscipline sur les routes à l'origine de nombreux accidents. En 47 jours, 31 accidents ont été enregistrés et 68 victimes. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux indigne les citoyens. Plus de détails avec ce récit signé Daniel Diouf. Des images incroyables. Et pourtant, la scène se passe au Sénégal. Avec ce bus Tata qui prend un sens interdit sans gêne pour contourner les embouteillages monstres à Dakar, une situation devenue banale aux yeux des Sénégalais. Une indiscipline érigée en règle avec son lot d'accidents mortels dont les causes sont nombreuses. Absence de glissières, routes défectueuses, des points de contournement pas aux normes, s'y ajoute le manque de maturité de certains chauffeurs. La liste est loin d'être exhaustive. Les conséquences sont désastreuses. Rien qu'en 47 jours, on enregistre 31 accidents sur l'axe Malixi-Patte d'Oie, devenu l'axe du mal, 68 victimes, dont 4 morts et 64 blessés. Plus grave encore, le carrefour de l'école Maria Magnas, zone où l'on dénombre aussi beaucoup d'accidents. Dans cette série macabre, l'autoroute à péage bat un record de 127 accidents, avec un bilan de 9 morts et 324 blessés en 2015. Des chiffres alarmants qui font réagir l'État, qui promet de juguler le mal. Mais en attendant, l'indiscipline et l'absence de sanctions continuent de faire des victimes. C'est terrible ce pays-là. Idrissa Seck n'a aucune leçon à donner au président Sall. Selon Abdou Mbow, l'apériste estime que le secrétaire général de Rewmi a perdu la confiance des Sénégalais. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Faragning. S'il y a un homme qui est le champion du reniement au Sénégal, c'est bien Idrissa Seck, n'est-ce pas lui, qui avait dit que c'est une double abomination de revenir avec Abdoulaye Wade. Et c'est lui qu'on a entendu à Thiès dire que je reviens à la maison du père, le père qu'il a renié, le père qu'il a insulté, le père avec qui il a dit que revenir avec lui serait une double abomination. Donc si cette personne me donne des leçons de morale en matière de reniement, si cette personne parle de valeur, moi je ne saurais répondre que par le mépris. De 2000 à 2004, Idriss Seck avait tous les pouvoirs au Sénégal. Citez-moi un seul chantier qui est sorti de terre. Sinon, les milliards des chantiers de Thiès qu'il a amenés en prison. Figurez-vous que hier, on a pris son secrétaire permanent avec de la drogue. Ceci ressemble à quoi? Cette personne ose parler de valeur dans ce pays. Le président Sall n'envisage en aucun cas un troisième mandat. C'est une annonce du secrétariat exécutif de l'APR. Réuni cet après-midi, ces responsables politiques comptent battre campagne pour un oui au référendum. Les apéristes annoncent la mise en place d'un comité électoral. Compte rendu de la rencontre avec Pape Faragning. Le président Macky Sall ne briguera pas un troisième mandat. Le secrétariat exécutif de l'APR l'a fait savoir
Les apéristes sont montés au créneau pour apporter des éclairages sur la décision du chef de l'État de se conformer à l'avis du Conseil constitutionnel. Le président Sall entend rompre avec les grandes dérives du passé, celles-là même qui ont abouti à la mise en péril permanente de notre République suite à un exercice personnalisé du pouvoir politique, à l'anéantissement total de notre Constitution, défiguré par des tripatouillages répétés. Limiter le nombre des mandats à 2 et la durée de ceux-ci à 5 ans. Pour eux, le président ne pouvait pas passer outre la décision du Conseil. Le président Macky Sall ne pouvait pas faire autrement que de respecter la décision du Conseil constitutionnel. Vous savez, c'est lui le premier garant. Les membres de l'APR n'envisagent même pas une seule seconde la victoire du non au référendum. Moi, je n'envisage pas la victoire du non, puisque j'ai confiance au peuple sénégalais, qui est attaché à la stabilité de notre pays et qui a une forte adhésion aux valeurs démocratiques. Souvenons-nous qu'à chaque fois que notre pays a failli jouer son destin au bord du gouffre, les Sénégalais, comme un seul homme, se sont levés pour sauver les valeurs démocratiques et républicaines. Dès lors, le secrétariat du parti entame déjà sa campagne pour convaincre les Sénégalais à voter oui. Il compte sillonner tout le pays pour mettre en place des comités électoraux. Boy Djiné sera bientôt à Dakar, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice. Selon Sidiki Kaba, des négociations sont en cours entre les autorités sénégalaises et gambiennes pour le rapatriement de Baye Modou Fall conformément aux accords de la CEDEAO. Le ministre de la Justice s'exprimait ce matin en marge de la remise de diplômes à des magistrats congolais formés au centre de formation judiciaire. La politique culturelle du Sénégal de Senghor à nos jours au cœur des discussions à l'IFAN, selon Ibrahim Koundoul, le directeur des arts et de la culture. Même si des efforts sont notés, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Plus de détails avec Aïssatou Païfal. École nationale des beaux-arts, Théâtre national Daniel Sorano, infrastructure léguée par le président Léopold Sédar Senghor. Beaucoup de politiques et de projets destinés à asseoir la culture négro-africaine sous son magistère. Depuis lors, de l'eau a coulé sous les ponts. Et qu'en est-il advenu de tous ces legs? Le président Diouf est venu à un moment où il y avait beaucoup de difficultés économiques. Vous vous souvenez de l'ère des ajustements structurels et le slogan qui était prôné par nos bailleurs de fonds, c'était le moins d'État et mieux d'État. Mais en tout cas, cette volonté était là, donc il faut le noter. Et le président Wade nous a laissé quand même le Grand Théâtre, il nous a laissé la place du souvenir, il nous a laissé aussi le monument de la Renaissance. Nous sommes en train de parachever un processus qui a pris du temps. D'une part, l'héritage culturel comme les infrastructures ont été consolidés. D'une autre, un peu laissé en rade, faute de moyens, de nouvelles perspectives se dessinent-elles? Nous sommes en train de parachever un processus qui a pris du temps et qui consiste à élaborer la deuxième lettre de politique sectorielle de développement, qui va mettre en évidence une articulation très forte entre cette volonté-là et le PSE. Tout cela va nous amener à mettre en place un environnement vraiment propice à l'éclosion des entreprises culturelles, disons des industries créatives et culturelles. Les prix du chef de l'État reviennent cette année et la phrase du poète président prend tout son sens, la culture au début et à la fin de tout développement. Dans le cadre d'une meilleure sécurité alimentaire au Sénégal, plus précisément dans la région de Ziguinchor, l'État et ses partenaires ont mis en place un projet de 19 milliards de francs CFA, un projet qui prend également en compte la désalinisation des rizières dans cette partie du pays. Écoutons à ce propos Younoussa Baldé, c'est le coordonnateur du projet. Il est interrogé par Boubacar Diassi. Le projet dépend du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Et à ce titre, au sein de ce ministère, il y a un ambitieux programme qu'on appelle Programme national d'autosuffisance en riz. C'est un programme qui va contribuer à l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre donc, de ce programme à travers la culture du riz, améliorer les semences, avoir de bonnes semences, avoir des intrants de qualité,
aménager les terres carrément. Pour la région de Ziguinchor, le phénomène de salinisation quand même affecte beaucoup de terres agricoles. Nous allons réaliser donc des ouvrages permettant de lutter contre l'avancée de ce sel sur les terres agricoles, aménager des périmètres à vocation horticole de façon générale. Nous allons également agir sur la production elle-même de riz. La réserve de Ndiaye, bientôt sauvée par l'État du Sénégal en collaboration avec la Banque africaine de développement, le gouvernement du Sénégal a entrepris la réalisation du projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac de Guiers dans les régions de Saint-Louis et Louga, suivant les explications de Racine Kane, chef de mission de l'Union internationale de conservation de la nature et de la biodiversité. Il est au micro de Ousseynou Diop. Notre ambition avec l'Office du lac de Guiers, c'est de faire en sorte de remettre en nous cette réserve du Ndiaye, de manière à ce qu'elle reprenne ses fonctions antérieures, que nous puissions notamment pouvoir voir le retour de l'avifaune, des oiseaux, et dans des conditions qui permettront également le développement d'activités socio-économiques autour de cette réserve, notamment des activités d'écotourisme qui seront menées avec les populations. Dans ce cadre-là, l'UICN a conduit un certain nombre d'études diagnostiques qui doivent permettre d'être intégrées dans l'aménagement, l'élaboration du futur plan d'aménagement de cette réserve une fois remise en eau. Football pour démarrer cette page de sport suite aux attaques du président de Guédiawaye FC, Djamil Faye, qui réclame plus de transparence sur le contrat de retransmission télévisuelle des matchs de Ligue 1. La Ligue sénégalaise de football professionnel ne veut pas polémiquer. Son quatrième vice-président, Ibrahima Konaté, demande plutôt aux membres de la Ligue de venir exposer leurs observations au niveau de l'instance au lieu de la presse. Je vous propose de l'écouter. Ibrahima Konaté, il est interrogé par Cheikh Sadibou Diarra. Je pense qu'il n'a pas attaqué la Ligue. Il a tout simplement dit ce qu'il pensait par rapport à un contrat peut-être qu'il ne maîtrise pas. Mais le mieux serait d'intégrer les instances de la Ligue et de formuler certaines observations là où il faut les formuler. Je crois qu'il est préférable, plutôt que d'avancer des propos qui sont, disons, laissés au niveau de la presse. Je pense que l'idéal serait que pour que l'avancement de la Ligue, pour le développement de la Ligue professionnelle que nous tous nous voulons, il vaudrait mieux que nous nous réunissions et qu'on parle de tout cela. Quelqu'un qui pense qu'il y a des formules à faire, des observations à faire, qu'on les fasse là où vraiment on doit les faire. Ça nous permettra de pouvoir transcender ces observations. Dernier match de la 12e journée de Ligue 1, l'AS Douane a pris le meilleur sur Diaraf, 1-0, une victoire qui propulse l'équipe championne en titre sur la haute marche du podium. Compte rendu de la rencontre avec Cheikh Tidiane Diao. Abdou Karim Sané met la Douane à la première place de la Ligue 1. Son but, inscrit à la 31e minute de la première période, est l'unique réalisation d'une rencontre pauvre en intensité. Dans un championnat, c'est les points. On les a pris. Ça nous fait du bien, ça nous fait aussi un doping psychologique. La Douane mérite sa victoire. Elle mérite sa victoire dans la mesure que, alors même de Petit Daouda Ndiaye s'est amusé avec un ballon qui devait finir au fond. Sur le plan aussi du contenu, je pense que notre équipe a montré sur l'ensemble des matchs. Nous pouvons dire que notre équipe possède plus de temps, alors fort, plus de possession de balle que l'équipe adverse. Invaincu depuis 3 journées, Douane est leader pour la première fois après un début de saison difficile. Une progression logique. On a eu une saignée de 7 joueurs. 7 joueurs importants et surtout dans le secteur offensif. Il y a de nouvelles recrues. Nous nous sommes dit, alors il y a 2 choses obligatoires. Qu'il nous faut de la patience,
qu'il nous faudrait aussi travailler dans le sens de l'intégration, alors sur le plan tactique et de ces nouvelles recrues par rapport maintenant à ce que nous faisons. Et on a dit aux garçons que alors, dans une compétition, seule la première place importe. Donc il fallait tout faire pour maintenant gagner ce match maintenant pour occuper cette place. S'estimant encore lésé par l'arbitre qui a refusé son but, on n'a pas voulu réagir du côté de Garaf. L'AS Douane se déplace à Diourbel pour défier Sunéor lors de la 13e journée avec l'espoir de consolider sa première place au classement. Chatidiane Diao, merci. Jumelage école de foot de Pire et Centre Vicente del Bosque des Parcelles Assainies. Un match de gala a scellé le compagnonnage. Score 2 buts partout au terrain municipal de Pire. Une occasion saisie par le Centre del Bosque pour offrir du matériel à l'école de foot de Pire. Reportage. Nous remercions, n'est-ce pas, les deux coachs, à savoir Limamou qui vient de Dakar et El Hadji qui vient de Pire. Bon, ce jumelage maintenant entre dans le cadre, n'est-ce pas, de raffermir les relations sportives entre les deux ASC, entre les deux centres de football, mais également de tisser des relations dans le futur qui peuvent permettre d'établir des relations dans le futur, pouvant aboutir, pourquoi pas, à d'autres types de relations. Nous tous qui sommes présents ici, n'est-ce pas, nous sommes des passionnés du ballon rond. Donc toute la foule que vous voyez là, tous les fans que vous voyez là, n'aiment que le football, n'est-ce pas. Donc nous sommes là uniquement pour le football. Courir pour une noble cause, l'association Running for Chilogne née il y a juste 3 mois et dans cette perspective, elle a choisi le marathon Eiffage pour sa première sortie afin de collecter de l'argent pour la mise en place d'une bibliothèque à Chilogne. Reportage Chersadi Boudiara, commentaire Chérif Dia. Le sport pour servir sa communauté. L'association Running for Chilogne en a fait son credo. 150 de ses membres ont participé au marathon Eiffage pour collecter des fonds. Objectif, construire et équiper une bibliothèque dans la localité. J'ai pensé que ce n'était pas forcément intéressant de venir courir sans mettre une cause derrière. Et à Chilogne, il y a un bon millier d'élèves et on n'a aucune bibliothèque à Chilogne. C'est vraiment un besoin qui vient de la population. Donc nous attendons une grande bibliothèque digne de son nom. Une bibliothèque plus de 10 000 livres. Pourquoi pas? Parce qu'actuellement nous sommes en contact avec des partenaires au niveau de la diaspora. La mairie compte nous donner un terrain intégral pour la construction spéciale de la bibliothèque. Déjà, 6 millions de francs CFA ont été réunis pour l'équipement de la bibliothèque. Nous avons 10 000 € aujourd'hui. Cela nous permet d'équiper la bibliothèque. Cela nous permet également d'acheter des livres pour pouvoir mettre en place la bibliothèque. Et nous avons également une deuxième phase qui concerne la construction de la bibliothèque. Et c'est un budget assez conséquent qui s'élève à 50 millions de francs. Donc cette phase-là va demander beaucoup plus de travail. L'association Running for Chilogne a aussi d'autres ambitions. Nous voulons créer un club d'athlétisme à Chilogne, avoir des infrastructures qui permettent aux Chilognois de développer l'athlétisme. Et peut-être que d'ici quelques années, nous aurons des champions au marathon de Dakar. Running for Chilogne ne compte pas s'arrêter tant que ses objectifs ne sont pas atteints. Elle est consciente qu'il faut courir pour assurer à Chilogne un avenir ailleurs. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télé Futur Média.